Bonjour, bonsoir, c'est moi-même Tex Vig, Doniger Tutonda, le président de la Suisse. Je vois qu'il y en a qui sont pas corda, mais je reste le presse. Le peuple, vous savez comment ça se passe, on est aussi au Parlement, ça va se passer comme il faut et comme il se doit. Les B, le peuple, je vois qu'il y en a qui regardent les vidéos et s'abonnent pas. Abonnez-vous, likez, ça se passe maintenant. Le peuple, c'est moi-même Tex Vig, le président de la Suisse. On est bien là au Parlement. Je suis avec un homme, je suis avec un DJ, une légende, un activiste, un pionnier de ce mouvement hip-hop en Suisse, DJ Wild Peach. Bienvenue. Comment? Merci pour l'invitation au Parlement. Comment? C'est un plaisir, mec, de te recevoir ici même au Parlement. Merci. Parce qu'ici, il y a des choses à dire. Il y a des choses à dire. Moi, je l'ai vu, j'ai dit un père, j'ai dit un DJ, je vais même dire un grand frère, un mari, tu vois ou pas? Non, sérieux. Papa, comment toi tu te présenterais? C'est dur parce qu'il y a plusieurs aspects dans la vie, quoi. Il n'y a pas que... Il y a la passion et il y a la vie privée, donc... J'essaye d'englober tout ça pour avoir un équilibre et puis d'être une seule et même personne, finalement. Voilà, juste honnête. Voilà, non franchement c'est ça. Justement on va être honnête ici, tu vois ou pas? On va parler de tout. On va entremêler la vie privée, le mouvement, le game. Comme j'aime dire, le film est réel, le game est truqué. Mais dans tout ça, toi tu as réussi à faire un équilibre. Oui. T'es DJ, explique-nous un peu tes débuts. C'est un peu compliqué parce qu'en fait, il n'y avait pas vraiment de culture DJ. Aujourd'hui, tu arrives, tu peux être DJ. Enfin, il y a des exemples, il y a YouTube, il y a tout ça. Nous, on est dans une époque, donc je reviens dans le début des années 90, où justement, il n'y a rien. Le DJing, ça ne veut pas dire grand-chose. Il y a des soirées, ça m'arrivait d'aller dans les soirées, et puis on voyait des exemples, mais après, on ne pouvait pas s'inspirer autrement que de voir des choses dans la réalité. Il existait quelques cassettes vidéo qui circulaient, donc avec des concours de DJ, donc là, c'était pour tout ce qui était technique, mais c'était quelque chose qui était encore à créer, à faire. Il n'y avait pas vraiment cette image du DJ. Donc voilà, on s'inspirait partout là où on pouvait. Finalement, le seul kiff qu'on voulait, c'était passer les morceaux qu'on aimait dans des soirées qui n'existaient pas encore. Voilà. Donc on a créé quelque chose, finalement de rien. Et maintenant, en fait, explique-moi, en fait, comment tu as grandi? C'était quoi l'atmosphère, en fait, dans ton enfance au niveau musical et même au sens large, pour que tu puisses après, ensuite, rentrer dans le hip-hop et ainsi devenir ce DJ? Il y avait pas énormément de sources, donc les sources c'était la radio, il n'y avait pas encore MTV, donc c'est vraiment quelque chose de très restreint où vraiment de temps en temps il y a des cassettes qui circulent, donc la musique on doit aller la chercher, elle vient pas directement à nous à part si on allume la radio, mais c'est peut-être pas une musique qui nous correspond, donc voilà. Mais chez toi, donc du coup chez toi, il y avait quoi comme musique qui tournait en fait chez toi justement, mes parents m'ont pas spécialement influencé, ils avaient leurs influences, mais c'est des choses, la musique elle te parle ou elle te parle pas, il y a des morceaux tu vas entendre, tu vas les écouter, tu vas rien retenir. Ouais. Moi, ce qui me retenait, c'était... j'ai un grand frère, donc il y a 4 ans de plus, qui ramenait des mixtapes. Et puis, c'était les premières mixtapes que j'entendais, donc des morceaux enchaînés sur cassette. Ouais. Et c'était des morceaux de funk, donc des morceaux de Kool and the Gang, cette période de Fresh et tout ça. C'est quelque chose qui me parlait. À l'école, on parlait, il y avait bien sûr Michael Jackson qui avait une énorme influence. Chaque fois qu'il sortait un clip, il y avait Thriller qu'on voyait à la télévision. Le clip était divisé en 2 parties le samedi soir sur France 2, je crois que c'était. Et donc on avait toutes ces petites bribes comme ça qui nous influençaient, où on commençait à se construire, mais on ne savait pas vraiment où on allait. On prenait ce qu'on kiffait sans savoir de direction jusqu'à ce qu'on entende parler. On entendait parler du hip-hop par l'intermédiaire de films comme Break Street 84. C'était surtout au niveau de la danse, donc au niveau du break. Donc c'était quelque chose. C'est par là comme ça qu'on en entendait parler. Il y avait pas encore, on comprenait pas encore vraiment que le rap, que le hip-hop, tout ça était une culture. Moi, musicalement, la première fois que j'ai été touché, c'était en entendant Run DMC. C'était vraiment là le premier kiff. Enfin, je rentre à midi à la pause des cours, puis je vois ce clip. Mais là, c'est sur MTV du coup? Non, c'était pas MTV. Là, c'était Canal+, qui passait de temps en temps des clips. T'as des chaînes qui passaient, qui avaient des petites émissions comme ça, et qui passaient des clips. Oui. Et puis, j'entends cette batterie, puis j'étais là, ah ouais, c'est vraiment,
c'est ça que je veux, sans savoir ce que c'était, sans chercher plus loin. J'étais là, en fait, c'est ça. C'est un espèce de coup de foudre. Comme quand tu rencontres l'amour de ta vie, t'es là, ah ouais, c'est elle. Voilà. Là, c'était elle. Et c'était elle, là, tu t'es dit donc. Mais maintenant, là, dans ce clip, il y a aussi des styles et tout. Mais toi, tu t'es dit directement DJing. T'es pas rentré dans le rap? Ou bien comment t'as fait dans le mouvement hip-hop, t'es rentré comment dans le truc? Parce que ça, t'as eu plein les yeux, le visage. Et maintenant, tu t'en rendais pas compte que c'était un mouvement. Pour moi, c'est passé par la musique en disant, bah voilà, c'est cette musique qui me fait ressentir... j'ai trouvé la chose qui me correspond le plus, tu vois. J'aimais bien la funk, j'aime tout ça, mais... Voilà. Et le rap arrive, je suis là, ah ouais, c'est ça. Et puis là, après, on est en 86 comme ça, là. Ouais, en 86. Là, pour 86 pour les autres, là. 86, ici, on est en Suisse. voilà. Hein. Nous, ici, on est en Suisse. Je suis que le président de la Suisse, donc voilà, je respecte. Tu vois ou pas? Voilà. Et en même temps, en plus, ça, c'est l'année de ma naissance, en plus. Un truc de fou. Ah bon. Mais vous êtes déjà en train de kiffer les sons. Ouais. Moi, j'ai déjà 13 ans à cette époque. Hein, 13 ans. Ouais. Et tu sais ce qu'on va faire? On va, en fait, donner, en fait, une image au peuple pour qu'il sache un peu qui c'est, en fait, DJ Wild Peach. Tu vois ou pas? Parce que là, on est en train de parler. On va un peu les orienter. Tu me suis? On va faire ça. Allez, du coup, c'est parti. Comme toute histoire, il y a un début. La mienne commence par une prise. Je vais vous y emmener. Vous allez comprendre. Voilà l'endroit. Stade de Coubertin, Lausanne. Et voilà la prise. De là, tout a commencé. Ma première soirée. Ensuite, il y a eu la Maison du Peuple, les soirées organisées par Ronti. C'était avant que les clubs nous acceptent. Après, il y a eu la Dolce Vita à Lausanne, un lieu qui regroupait tous les passionnés de la culture hip-hop et qui voulaient le partager ensemble en soirée. C'était notre premier club. Après ça, on a évolué. Un autre gare, un autre endroit. Le Flanc. Avant tout, je possédais un magasin de vinyle avec mon associé Christophe. Je vous y emmène. Voilà la rue, les côtes de Montbenon. Le magasin était là. Aujourd'hui, il n'existe plus. Mais tu peux l'imaginer. Un des premiers albums vinyles que j'ai acheté et qui m'a fait découvrir le monde du rap. Maintenant, suis-moi. Je t'emmène dans un endroit qui me tenait particulièrement à cœur. Il se situait place Bel-Air, le Loft. J'y ai fait ma première soirée en août 2000. La dernière a été le 21 juin 2013 pour la fermeture définitive du club. Plein de bonnes années, de bons souvenirs, mais ce n'était que le début. La suite, c'est d'autres clubs, plus grands, plus gros, d'autres soirées. Le milieu urbain se développe et la demande s'accentue. On est passé de petites soirées underground à de grands clubs reconnus. Au niveau de la passion, rien n'a changé, comme au premier jour. Toujours de l'amour pour ce qu'on fait, pour notre art. Pouvoir le diffuser, le partager.
Faire danser et faire vibrer, le but d'une vie. Chaque moment est important et intense. On vit le moment présent en soirée, et c'est ce qui compte. Voilà un bout de mon histoire. Je suis reconnaissant de tout ce que j'ai vécu jusqu'à maintenant. Et tout ça, c'est grâce à vous. Je tiens à vous remercier sincèrement. Et je vous dis à tout bientôt sur les dance floors. Je vous aime. Et voilà, on est de retour. Vous avez un peu vu un peu ce qui se passait, comment ça se passait avant les soirées, avant que vous puissiez kiffer le hip-hop chez vous. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Dans les soirées, dans les bars et tout, il y avait DJ Wildpitch. Parce que Wildpitch, moi il faut que j'explique un peu. Parce que des fois, t'as des gens, ils sont là, ils ont tout à proximité, mais ils savent pas, comme t'avais dit, qu'avant il n'y avait rien du tout. Voilà. Avant il n'y avait rien, parce que si on met les DJ au States, il y a des grandes Master Flash, tu vois ou pas? Bien sûr. Moi je vois des Funk Master Master Flash aussi, tu vois ou pas? Bien Toi sûr. tu fais partie en fait de cette jeunesse un peu ou pas? Je pense qu'ils sont même un peu plus vieux. C'est même, ça a été notamment une inspiration avec des gars qui partent à New York, qui nous ramenaient des mixtapes justement avec des émissions de Hot 97, Voilà. sur lequel Funk Master Flex a une émission. Funk Et Flex. c'était des cassettes justement qui tournaient. Funk Flex qui est encore là, qui organise maintenant des freestyles que tu peux voir sur Voilà, le net. 97 toujours. Ouais, toujours. Ouais. Donc, ouais. Et puis toi, donc du coup, parce que si maintenant, tu sais, faut qu'on mette un peu aussi, tu vois, dans le tour du globe. Parce qu'en France, il y a des DJ Code Killer, des DJ Abdel, toi aussi, Bien t'es un Oui, peu... d'ailleurs, on faisait les soirées. J'ai un visuel sur ma page Facebook que tu peux retrouver justement avec une soirée en 95 avec Cut Killer. Et lui, il commence aussi, hein. Lui, il commence à faire son pain aussi Il est déjà pas mal. Il est déjà implanté, il y a déjà. déjà la haine et tout. C'est vraiment lui. C'est à partir de là que lui, ça a explosé, quoi. En Allemagne, t'as DJ Tomek, tu vois, t'as DJ Tomek aussi, il fait du sale là-bas de l'autre côté. Il envoie en fait là ce que je suis en train de dire, je suis en train de donner en fait des gens qui ont ramené en fait le hip-hop chez eux. Et ici, t'as des Wildpitch. Et Wildpitch, et maintenant dans ta gênée, t'as qui? Moi, tu me dis si je me trompe, moi je vois des Trouble King. Tu vois? Alors, là, c'est presque encore juste après, parce qu'il y a DJ Seb, il y a DJ Seb. Green Giant. Green Giant. Bien sûr. Puis Voilà. après, bah oui, Trouble King, c'était un gars, c'était mon gars. On faisait des soirées ensemble et tout, mais c'est juste encore la génération après. Ouais. Voilà. Donc là, c'est juste la génération père. Donc lui, toi, t'es le tonton de l'affaire. Après, il y en a qui suivent. Oui. Tu vois, après, il y a tous les DJ que vous pouvez voir et vous connaissez. Mais toi, t'es toujours là. Donc depuis que t'as commencé, t'es toujours là. Explique-nous, en fait, comment ça se fait que t'arrives. Non, on va aller doucement, Tu vois, moi, je vais aller trop rapidement aussi, tu vois ou pas? Le truc, c'est quoi? C'est que t'as dit qu'il n'y avait pas de soirée, il y avait des cassettes. Maintenant, donc, le mouvement hip-hop, c'est désert. À Lausanne, c'est désert. Comment ça se fait que le hip-hop est rentré dans les boîtes? Explique-nous un peu le début. Bah justement, il a fallu prouver que c'était des soirées qui pouvaient être rentables, parce que finalement, c'est des soirées, mais c'est aussi du business. Voilà. On a dû commencer à faire des soirées à l'extérieur. Pour ça, qui a commencé à créer des soirées en dehors des clubs. Quand je parle de l'extérieur, je parle de la Maison du Peuple, justement, dans la vidéo que tu as passée, diffusée tout à l'heure, dans lequel Runty organisait des soirées. Voilà. Donc lui a été aussi très important pour l'organisation, notamment pour aussi l'émission Downtown Boogie. Et donc, on crée des soirées extérieures au club parce que les clubs nous laissaient simplement pas rentrer. Jusqu'à ce que il y a un petit club qui s'appelait la Dolce Vita, qui existe toujours aujourd'hui. C'est l'espace autogéré, donc à Lausanne, à Saint... je me rappelle plus l'adresse. C'est vers Bonne-Espérance, là-bas, là. Voilà, César, merci. Ouais. Donc, c'est à partir de là qu'on a commencé à avoir des soirées. Donc, il y a eu quelques concerts. Il y avait des Cyberbullet, donc des artistes internationaux, donc qui étaient anglais, qui ont commencé donc à venir à faire des concerts. Après, il y a une organisation qui s'appelait Soul Club Sound, donc
qui m'ont intégré dans leur groupe. Et à partir de là, on a commencé à faire les soirées dont Jiggy Jones faisait partie, qui est toujours dans Downtown, qui nous ont intégrés dans les soirées. Puis on a commencé à développer les soirées dans ce petit club qui était à la base un club rock, avec des soirées rock, new wave. Et tout d'un coup, tu as les soirées hip-hop qui commencent à émerger comme ça, par-ci, par-là, de temps en temps, avec un certain succès, qui ramène des gens, parce que finalement, c'est quelque chose qui rassemble, parce qu'il n'y a pas d'autres soirées. Donc les gens veulent se retrouver à un endroit avec les personnes qui écoutent cette musique et qui ont la même culture. Donc c'est à partir de là que les soirées vraiment se développent en club. Donc la Dolce Vita, exactement. Mais ça, c'était un club là avant, parce que là maintenant c'est justement espace autogéré. Là, c'était un club là vraiment. C'était un club. Et d'ailleurs, un club sur 2 étages, parce que tu avais une petite salle en bas où il y avait les soirées New Jack. Donc en haut, tu avais vraiment, c'était le côté rap. Et en bas, tu as les soirées New Jack, précurseurs de la R&B à partir de Mary J. Blige. Donc tu as cette période, Belle Biv DeVoe, ce genre de groupe et tout. Et là, c'est les soirées en bas, donc des plus petites soirées dans une petite salle en bas. Là, on est en quelle année là? Alors là, moi j'ai commencé en 92 là-bas. En 93 exactement, parce qu'en 92, en fait, on faisait des soirées. J'avais fait une soirée que je raconte aussi dans le documentaire, où il y avait simplement une prise au stade de Vidi, puis on avait branché une prise. Folie! Juste parce qu'on avait du son, qu'on pouvait mettre du son dehors. Et là, on a eu des problèmes avec la police qui avait débarqué, mais on était tellement nombreux. C'est des blocs parties, ça, vraiment. Ça, vous avez fait des bails à la New York. Là, je te parle avant les salles et tout. C'était l'été, il faisait chaud, on avait le matériel. Tu mets ton son et t'as le matériel, boum, tu mets les enceintes, soirée, maintenant les gens sont en train de kiffer. Gratuit. Oui, et puis t'as la police qui débarque. Nous, on faisait tout ça tout pour le kiff. On savait pas qu'on faisait du business. Pour nous, on était là, mais on voulait être ensemble, c'est tout. Et donc, t'as la police qui débarque, qui nous met une amende parce qu'on utilisait l'électricité sans l'avoir demandé. Et puis, ils ont pas pu arrêter la soirée parce qu'on était trop nombreux. Combien? Je peux pas te dire. Trop de monde, plus de 100 personnes. Plus d'une centaine. Folie. Non. Et là, c'est toi qui es au platine. Mais non, avec DJ Seb, DJ Seb. Voilà, DJ Seb. T'as vu, je voulais venir sur DJ Seb. Mais là, quand on parle de DJ Seb, c'est celui qui faisait aussi les productions et tout, producteur et tout. Et il fait toujours la production. Actuellement, parce que lui aussi, c'est un pionnier de cette affaire-là. Il était dans les. Quand les G-Unit, ils étaient en train de faire leur bail, ils étaient déjà là. Mobb Deep, tout ça. Donc lui. Comment ça se fait que tu t'es rencontré avec lui? Comment ça se fait que... Explique-nous un peu... De nouveau, c'est une histoire de passionnés, simplement de gars qui traînent aux mêmes endroits, qui kiffent les mêmes choses, puis finalement qui ont le même sujet de conversation, puis qui se rendent compte que chacun de leur côté, on fait avancer la chose de la même façon. On achète les mêmes vinyles. Il y a ce partage simplement parce qu'il y a quelque chose qu'on aime. Pour la petite anecdote, justement, c'est lui qui m'a nommé Wild Peach. Pourquoi Wild Peach? Parce que c'est mon nom de famille, je m'appelle Pichonna. Et puis du coup, il y avait un label de rap sur lequel il y avait Gangstar qui s'appelait Wild Peach. Voilà. Et puis moi, j'avais pas de nom de scène. Puis c'est lui, en fait, il me surnommait tout le temps Wild Peach à cause de ce label et à cause de mon nom de famille. Il avait fait le lien entre les deux. Parce qu'en vrai, vous deux, vous êtes les deux Seb en vrai. Ouais. En plus. Même prénom. Il fallait différencier, lui il a dit non, vas-y, tiens ça, comme ça moi je garde mon affaire. Il me surnommait comme ça, puis le jour où on m'a demandé c'est quoi ton nom pour la soirée, j'ai gardé tout naturellement Wild Peach, quoi. Ça n'a même pas été réfléchi, quoi. C'est vraiment ce surnom qu'il me donnait par rapport à un label, simplement. Ça c'est fort, franchement ça c'est fort, ça fait plaisir d'entendre ce genre d'affaires-là, parce que du coup, vous vous êtes battus afin que justement le hip-hop rentre déjà dans les boîtes. Mais après, avant les boîtes, je sais qu'il y avait des salles. C'est les salles, dont Nono et Runty, justement, ce que je t'expliquais. Nono était un acteur très important. Nono, N-Pro, soirée N-Pro, on est d'accord. Qui était presque visionnaire, parce qu'il faut se rappeler qu'à un moment, il y avait un club à la Board, c'était donc un prêt à la Dutch un peu plus tard, sur lequel il y avait Seconta, donc qui est un DJ afro et qui est toujours actuellement là, que je salue, pour qui j'ai beaucoup de respect. Donc en fait, tu vois déjà, tu avais déjà cette vibe avec une salle afro, une salle hip-hop. C'était déjà là, parce que des choses que tu peux retrouver actuellement aujourd'hui. Donc là, on te parle de plus de 20 ans en arrière. Ça, c'est un truc de fou, parce que moi, je me rappelle, moi, je vous suivais derrière, et je me rappelle, j'allais dans les soirées à N-Pro, et il y avait déjà ça, il y avait les musiques qu'on écoutait, que nos parents écoutaient. Et puis on pouvait les retrouver. Maintenant, il y avait pas c'était pas trop dans les bails de soirée ou quoi que ce soit, c'était dans les salles. Donc justement, c'était N-Pro. Lui, N-Pro, c'est le précurseur. Celui qui envoyait ça, en fait, cette affaire-là. C'était le visionnaire. Il organisait ses soirées. Et puis finalement, il faisait des trucs très sexy. Il a fait même jusqu'avec des stripteaseuses. Donc c'était vraiment un gars qui était loin, qui faisait quelque chose qui finalement n'existait pas. Carrément. Vous avez fait vivre ça. Vous avez fait vraiment vivre cette affaire-là. En tout cas, shout-out à lui. Shout-out à toutes les personnes qui ont fait les choses ici.
Et puis, Wild Pitch, il est là pour représenter l'affaire. Hein, c'est toi qui vas être le porte-étendard de cette affaire-là, parce qu'effectivement, il y a beaucoup d'activistes autour de ça. Bien sûr. Et puis, donc, du coup, après, il y a Loft. Le Loft. Parce que le Loft, c'est légendaire, le Loft, en ce moment. Hein. Clairement. Hein, parce que maintenant, en ce moment, c'est un magasin de chaussures, alors que tout se passait là-bas, en fait. J'ai jamais réussi, pour l'anecdote, j'ai jamais réussi à rentrer dans ce magasin de chaussures. Pour moi, c'est pas possible, c'est un outrage. Ah ouais, c'est comme si tu trahis. Je peux pas. Je te vois devant, je fais... Ah, tu peux pas, même s'il y a des bêtes de pompe, tu vas dire non, moi je vais pas l'avoir. J'envoie quelqu'un acheter pour moi, je peux pas. non, mais tu sais quoi, le Loft. Toi, tu étais DJ résident. Ouais. Explique-nous un peu le début du Loft. Alors, je remets juste les choses dans un contexte. Donc, on est à la fin des années 90. Il n'y a plus aucun club qui veut faire des soirées hip-hop parce que quelque part, ils ont essayé un moment, ils ont vu qu'il y avait des embrouilles, que ça amenait beaucoup de monde, qu'ils n'arrivaient pas à gérer. C'était un monde qu'ils ne connaissaient pas. Du coup, on commençait à être boycotté. Donc, plus aucun club nous voulait. Donc, on faisait justement par-ci, par-là des salles ou aller jouer en Suisse allemande et tout. Et tout d'un coup, en fait, il y a le Loft qui ouvre en 98. 98, donc il y a des soirées surtout, ça s'appelait Loft Electro Club, donc que des soirées électro. D'accord. Et le patron, un des patrons, parce qu'il y a plusieurs patrons, qui s'appelait Antoine, a l'idée de créer le jeudi les soirées étudiants, le vendredi les soirées hip-hop, un peu très très mainstream, et donc garder la techno et l'électro pour le samedi. Donc le club, il est là, il a commencé en 98. Moi, en 2000, je faisais des soirées entre-temps. En 2000, j'ai un magasin de vinyle parce qu'il allait fermer. Du coup, on le rachète pour que je puisse continuer à fournir en vinyle et puis que je puisse toujours avoir des vinyles parce que moi, je voulais continuer, je ne veux pas aller sur CD. Et Antoine, qui mixait le jeudi, le vendredi et le samedi, donc sur 3 styles différents, était un des clients du magasin. Et on lui propose, il dit, mais écoute, on a repris le magasin en 2000, au mois d'août, est-ce qu'on pourrait faire une soirée d'inauguration du magasin? Finalement, on aimerait commencer le magasin, puis finir dans le club, si c'est possible, mois d'août, c'est pas le meilleur des mois pour les soirées, donc est-ce qu'on peut? Et il nous dit oui. Okay. Il dit, écoutez, comme dans le magasin où vous vendez du hip-hop et de l'électro, quelque part, on va faire une soirée mélange la même chose. Ok, pas de souci. Donc... on est dans la salle, cette soirée arrive au mois d'août 2000 et le côté hip-hop prend tout. Ouais. Donc en fait, cette idée qu'on avait de mélanger la soirée n'est pas possible parce que par rapport au public hip-hop qui est trop présent. Donc ça veut dire genre quand il y a l'électro, ils se disent « Oh, qu'est-ce que tu fais ?» En fait, ils ont même pas osé. Donc du coup, il y avait un petit café à côté, l'électro est resté à côté, puis nous, en fait, on a gardé la grande salle. C'est vrai parce qu'il y avait le petit, ouais, c'est vrai, le petit café. C'est vrai. Donc finalement, c'est comme ça que ça s'est passé, puis... Et après, il me rappelle, puis il me disait, écoute, dans 2 semaines, tu fais quoi? Puis je lui dis, écoute, là, tu n'en as pas des soirées régulièrement. Ouais, écoute, pas de souci, on fait le deal. Puis toutes les 2 semaines, il commence à me booker. Donc, donc on est au début, deuxième partie de 2000, et les soirées commencent toutes les 2 semaines. Et entre les 2 semaines, il y a chaque fois une soirée house. Donc c'est hip-hop, house, hip-hop, house, hip-hop, house. Oui. Et puis finalement, tu as une espèce de hip-hop, house, hip-hop, house. Ouais. Donc du coup, les gars, ils se disent, bon, on va faire tous les vendredis hip-hop. Ouais. Et à partir de là, donc avec Air Crazy, on faisait les soirées. DJ Crazy, c'est ça, salutations à lui aussi. On commence à faire du grind. Résident. On commence à faire du grind. Et c'est à partir de là que les soirées, c'est vendredi. Et c'est là que s'instaure une image très forte. Et puis que les soirées hip-hop sont possibles. Donc ça commence à influencer d'autres clubs autour, dont le Cult. Voilà. Qui commence aussi à organiser. Il y avait aussi il y avait l'atelier volant. Il y avait le club au bord du lac, c'était l'Amnésia. Voilà, donc là, maintenant, Lausanne, ça commence à être hip-hop maintenant. Ça commence petit à petit. Tu vois, il y a aussi le jeudi avec Gaylor aussi qui organise les R&B Révolution. Donc voilà. Tu sens que... Marcus Graf, lui-même, il sait. Donc, on est dans le quartier en plus, son quartier. Donc voilà... Là, tu as un peu le début. Et là, c'est comme ça, on est résident comme tous les vendredis jusqu'en 2005. Et en 2005 arrive DJ Christo qui propose le reggaeton. Voilà. Donc là, tu as encore une autre évolution des soirées avec le côté latino. Voilà. Parce qu'en plus, ça va avec aussi au courant du moment. Parce que là, même maintenant, il y a encore un autre courant aussi, tu vois. Clairement. Maintenant, moi, quand tu parles là, on parle exclusivement de Lausanne. Même dans les autres villes, ça se passait comment? Parce qu'après, toi aussi, tu te fais booker dans d'autres villes. Et puis, eux, ils avaient déjà aussi des soirées, je veux dire,
Ouais, des boîtes et tout, comment ça se passait en fait ailleurs? Pour citer les plus célèbres, je suis obligé de parler de la Coupole à Bienne. Obligé, t'as vu, mais toi, c'était attends, vraiment dans les premiers. Mais le problème, si tu dis ça, les gens ils vont dire Prez, toi tu veux que parler de Bienne et tout. Tu vois, j'ai fait exprès, j'ai dit je veux pas parler de Bienne. Tu vois ce que je veux dire? Mais non, regarde maintenant ce que tu fais. Ce serait pas juste. Tu vois? Ce serait pas juste. La Coupole maintenant, ça tu vas nous parler maintenant. Mais la Coupole, c'était déjà géographiquement. Quelque part, c'est le centre de la Suisse. Donc, il n'y avait pas meilleur endroit pour qu'on puisse se retrouver, que tous les gens, les activistes de ce milieu, se retrouvent à la Coupole. Et le Coupole, c'est un centre autogéré, où c'est très freestyle, où devant, tu as des bidons enflammés, où tu as les gars qui se réchauffent autour. Enfin, tu as une ambiance là-bas. Là-bas, t'es à New York, là-bas. C'est ça. T'es dans un délire quand t'es là-bas. C'est vrai que là-bas, jusqu'aujourd'hui, il respire trop le hip-hop là-bas. Il y a quelque chose, tu peux pas nier, et puis c'est l'emplacement géographique, c'est tout, l'endroit, enfin tout était réuni pour que ça explose. Donc eux étaient même avant les soirées à Lausanne, donc les premières soirées hip-hop qu'on allait, c'était clairement à Bienne. Bien sûr. Le peuple, je suis désolé, hein. La vérité, ici, ça se passe au Parlement, c'est Wild Pitch qui passe, c'est même pas moi. Tu peux pas nier. Après, il y a eu des clubs, bien sûr. Chaque ville a son histoire. Maintenant, je peux pas parler pour les autres. Chacun a construit. Puis on était bookés, on allait dans les soirées. Il y avait des soirées, des endroits comme le Cubanito qu'on s'y beaucoup contribué. Là, c'est Zurich, là. Voilà, là, Zurich. Il y a le côté de Zurich, là. Nous, on vous suivait, nous, on était là, on était que en train de vous suivre comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Parce que toi, t'es même le genre de gars... Tu peux même savoir en fait les générations en génération par rapport aux DJ, par rapport même aux MC, par rapport... Parce que tu as pu voir en fait tous les gens qui commencent à rentrer dans le mouvement que toi-même t'as posé. Bien sûr. Ça te fait quoi de voir tout ce mouvement, comment il change, comment il grandit, que d'une prise à Vidi, ça devient en fait un business. Explique un peu comment c'est ton ressenti. On a mis quand même du temps à s'en rendre compte parce que pour nous en fait on est sincère. Quand on fait le truc... on le fait pour le kiff. C'est-à-dire que chaque fois que tu vois quelqu'un qui vient puis qui fait pas bien le business, quelque part, ça te fait mal. Ça veut dire quoi, pas bien faire le business? Qu'il travaille pas assez dans son art, qu'il arrive, qu'il sous-estime, qu'il se dit en fait, c'est une façon de se montrer, c'est une façon de faire de l'argent, puis que finalement, il n'y a rien derrière. L'argent, ok, mais il faut qu'il y ait quelque chose, qu'il y ait de la nourriture, il faut que ce soit... comestible. Donc, que ce soit au niveau des DJ, des organisateurs et tout, tu sens tout de suite quand quelqu'un n'est pas sincère, c'est qu'il y a plein de choses qui sont mal faites. Et pour toi, c'est des évidences. Et quand tu aimes cet art plus que tout, cette culture, et puis tu vois qu'elle n'est pas respectée, quelque part, ça te fait du mal. Mais je pense que dans tous les milieux, il y a toujours eu une partie des gens qui soient sincères et l'autre qui exploite aussi ces gens qui sont sincères. Donc... ça fait malheureusement partie du game. Voilà. Comme dans le rap, comme dans tout. Le game est truqué. Qu'est-ce que tu veux qu'on y fasse? C'est comme ça. Et mais puis t'as une base maintenant, sincère. Et puis maintenant, du coup, toi, tu trouves qu'il y a moins de sincérité ou bien comment tu le sens? C'est dur à dire parce que aujourd'hui, il y a comme un détachement, parce qu'il y a comme les années qui sont passées. Donc, t'as des gens qui arrivent actuellement où le game est construit. Voilà. Donc, t'arrives dans un décor... où tu te rends pas compte comment les choses se sont construites. Toi, tu arrives, tu te poses là, tu dis celle-là, j'ai toujours connu comme ça, donc au final, ça a toujours été, tu vois. Il faut s'intéresser aux choses, justement, comme par le biais de cette émission où on a l'occasion d'en parler et de montrer qu'il y avait un avant. Et que l'avant, c'était rien. Et puis que les choses se sont construites petit à petit, et que si tu arrives aujourd'hui dans ce game et que les choses sont là, que les platines sont là, que tu as un public, que tu peux passer du rap et tout ça, c'est parce que les choses ne sont pas arrivées par hasard, ça s'est construit. C'est juste avoir cette conscience-là. Et puis, du coup, quand tu as cette conscience-là, et puis quand tu veux maîtriser ton art, parce qu'en même temps, justement, il y a l'évolution. C'est-à-dire que, là, tu parlais avant des vinyles. La musique ne se consomme plus la même chose qu'à présent. Clairement. Comment tu passes, justement, du vinyle au CD, et comment tu penses que les générations qui sont maintenant là, qui sont présentes, puissent comprendre en fait ce que tu es en train de dire en ce moment? Parce que c'est un peu difficile un peu quand même. C'est assez compliqué, surtout qu'il y a une chose qui est importante avec le vinyle, c'est que tu mixes à l'oreille. Voilà. Avant qu'il y ait toute cette technologie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui tu peux mixer visuellement. Tu as ton ordinateur, tu as ton écran. D'ailleurs, tu peux le constater en regardant beaucoup de DJ mixer. Ils sont face à un écran, il n'y a même plus de public. Donc, ils mixent. Alors qu'à la base,
t'as pas besoin de mixer qu'un écran, parce que finalement, c'est les voilà. oreilles. Rien que ça, déjà. Rien Ça que ça, fait c'est-à-dire que rien que déjà là, si je suis comme ça, j'ai pas le même kiff que quand je suis en train de kiffer comme ça. Ouais. Ah ouais. Et parce que tu n'as pas la même vision. Si tu regardes des gens, puis l'effet que ça fait, puis que finalement t'écoutes, t'es à l'oreille en disant ah ouais, ben en fait la vibe que je vais lancer par rapport à celle-là, elle va bien, ou tout d'un coup je vais casser. Tout ce que tu fais, en fait, tu l'entends. T'es pas en train de le regarder sur un écran avec des espèces de waveforms. Ah ouais. La musique. Ouais, ça se respire, ça se sent, ça, voilà, ça Clairement. se partage, ça se vit. Et tu Et peux ça, regarder- c'est ce que tu trouves qu'il n'y a plus en ce moment. C'est pas qu'il y a plus, c'est que aujourd'hui, ben, quelque part, c'est une facilité, et puis c'est trop utilisé, tu vois. Et, enfin, je prends un exemple, c'est par exemple une chaise roulante, c'est super, tu peux avancer et tout, mais il faut savoir marcher, quoi. Donc, Voilà. apprends à marcher d'abord avant de vouloir utiliser tous ces outils qui finalement te rendent presque handicapé, parce que c'est trop facile. Tu appuies sur un bouton, tu n'as plus besoin d'exercer ton oreille. Tout ce travail que tu vas faire à la maison, finalement, tu dis, bah, j'ai pas besoin, tu vois, 100 BPM égale 100 BPM, hop, ouais, ça match. Ouais, donc ouais, ça veut dire que même au niveau du son, c'est un peu biaisé en fait. Bah, Ouais. finalement, tu peux arriver en soirée sans t'être entraîné, puis de faire un set finalement qui tient la route, qui a l'air de ressembler à quelque chose. Maintenant, Voilà. émotionnellement, souvent, ce sera mort, mais voilà, c'est possible. Est-ce que c'est encore important de mixer, de scratcher en soirée? Est-ce que c'est encore important? C'est la question que je me pose moi déjà. Ça dépend ce que tu entends par scratch. Scratch, ça peut être juste pour envoyer un morceau, juste Voilà, ouais. pour une énergie, pour lancer le truc. Enfin, après, non, c'est pas, il y a pas d'obligation. Tu peux le faire très bien sans. Aujourd'hui, il y a plein de techniques. Avant, si tu veux, le scratch, il n'existait pas, tous ces boutons, tous ces effets, tout ça. Voilà. Donc finalement, c'était beaucoup plus utilisé. Ça avait vraiment une utilité. Tandis qu'aujourd'hui, tu peux partir sur un écho, balancer ton truc directement, puis ça va très bien. C'est de la technique, ça, c'est encore autre chose. Moi, ce que je me pose comme question Wall Pitch aussi, c'est... Là, j'ai plein de questions. Là, vraiment, c'est en mode question-réponse. Vas-y. Parce que là, est-ce que tu penses que le hip-hop, il existe un peu? Il existe toujours. Parce que maintenant, en ce moment, le hip-hop, tu vois, c'est comme la pop. Tu vois ou pas? C'est ce que je pense. C'est ce que je pense aussi, tu vois. Et des fois, moi, quand je sors, je me retrouve pas forcément. Ça veut pas dire que, ouais, c'était mieux avant ou quoi que ce soit. C'est que c'est une évolution et ça change. Je comprends. Mais tu trouves pas que, comme ça, c'est trop parti, en fait, d'un côté un peu bizarre. Je comprends pas, genre, tu ressens pas, en fait, la vibe, genre hip-hop, tu vois, je sais pas, quoi, tu vois, je veux dire ou pas? Je sais pas si tu comprends, j'arrive à me faire, faire comprendre, parce que là... Non, c'est clair, c'est parce qu'en fait, toi, t'es arrivé à un moment où il fallait encore créer les choses, où on se rassemblait entre personnes qui kiffont le même truc. Voilà. Aujourd'hui, le hip-hop est tellement présent qu'en fait, il a tout englobé. Donc, t'en fais partie sans t'en rendre compte, Ouais. sans t'en revendiquer. Avant, tu te revendiquais d'une façon ou d'une autre par les habits, Ouais, par la voilà, musique que exactement. t'écoutais, Ah, ou par la ouais. danse ou tout. Aujourd'hui, Là, maintenant, si on doit rentrer de l'autre côté, si on doit rentrer du côté monsieur, si on doit rentrer du côté mari, homme, toi, t'es vraiment bien au niveau côté afro parce que justement, t'es marié à une africaine. Oui. Et ça veut dire que toi aussi, même avant ça, t'as déjà en fait une certaine sensibilité par rapport à ça. Comment tu travailles ça? Est-ce que vraiment t'as une sensibilité à cause toujours. de ça? moi, j'ai toujours. Quand tu vas chez les tontons et tantines, puis que tu passes toute l'après-midi à regarder des cassettes vidéo de tous les clips de Kofi, enfin, qui sont tournés à Paris ou je sais pas quoi, enfin, puis sans compter les mariages et tout. Voilà. Ça a toujours été naturel. Puis même à la maison et tout, ça a toujours fait partie de ma vie. Simplement, ce qui s'est passé pour remettre le début justement de l'afro dans les soirées hip-hop, parce que c'est ce sujet qui m'intéresse, c'est où vraiment moi j'ai commencé, c'est à partir de P-Square. Ouais. C'est Mais là, vraiment... on est encore en 2002, je pense même. Hein. Non, moi je pense que ça doit... Écoute, il faudrait que je remette les années, mais il me semble 2008. Hein. Parce que après, même si tu regardes P-Square, quand tu me parles des soirées Nono, il y avait déjà Promu Gaou hein, déjà qui tournait pas mal déjà. Premier Gaou, c'est encore autre... Ouais, ça c'est Magic System. C'est vrai que Magic System... Quand même, ouais, alors ça, il y a rien à dire. Mais après, c'est à partir de P-Square, tout ce côté nigérian. Voilà, ouais. Justement, qu'on a commencé à mettre parce que moi, on me disait, ouais, écoute, tu vois, on aimerait varier les soirées, parce qu'hip-hop, des fois, c'est trop ghetto, donc on mais de la house. Je dis, mais la house, c'est pas mon truc. Moi, j'en ai jamais passé, c'est pas mon délire. J'ai dit, bah écoute, moi, je préfère passer des morceaux qui me touchent, donc justement des morceaux comme P-Square, où j'étais là, où je suis en phase avec ça. Parce que moi, j'ai besoin d'être en phase avec ce que je passe. Ouais, bien sûr. Je suis pas
un jukebox où je dis, ouais, voilà, je vais mettre ça. Non, je dois être en phase. Si j'aime pas un truc, je le passe pas. Même si tu vas me le demander, si j'aime pas la track, je le passe pas. Parce que sinon, à un moment, tu dois amener une partie de toi-même dans ton travail. Sinon, tu te reconnais plus dans ton travail. Et là, c'est un vrai problème, quoi. Moi, la question que je me pose, c'est qu'on parlait du loft. Mais au loft, à un moment, des fois, les soirées, ça partait toujours en bagarre. C'est toujours en violence. Mais non, toi, quand je te regarde, c'était toi le DJ, maître de cérémonie, tu fais l'affaire. Regarde, il est pisse, il est bien. T'as toujours une bonne entente avec tout le monde. Comment t'expliques, en fait, cette violence qu'il y avait pu avoir, en fait, au loft? Parce qu'il y en a qui disaient aussi, bah, comme t'avais dit, hein, que c'était aussi à cause de ça que ça fermait. Mais toi, comment t'expliques la violence qu'il y avait autour du rap, autour du mouvement hip-hop? Ça, ouais, j'aime pas le définir seulement au niveau du mouvement hip-hop, parce que la violence, je l'ai vu dans d'autres endroits, mais c'est vrai qu'on en parlait spécialement, parce que peut-être la rue a une autre façon de s'exprimer, une autre façon de se comporter, puis des publics qui n'ont pas forcément à voir ensemble, puis qui peuvent se confronter, puis pas se comprendre, parce que l'autre il t'a poussé, il va mal te regarder. Il y a plein de choses qui expliquent, et puis il y a une base qui est chaude. Qui partira plus facilement en étincelle. Maintenant, tu peux aller dans d'autres soirées, ça partira en couille, mais c'est vrai que les soirées hip-hop, on a toujours focalisé là-dessus en disant, ouais, ben, c'est des soirées où ça se passe pas bien. Maintenant, moi, j'ai toujours aussi utilisé les morceaux plus hardcore pour que les gens se défoulent. Ah ouais. Parce que finalement, l'idée, c'est d'utiliser une musique qui peut sembler agressive, mais finalement, quand tu te défoules, ben, cette violence, elle part dans la danse, elle part dans l'énergie, dans comment tu vas vivre le morceau. Puis finalement, je trouve que les gens se battront plus pendant les moments calmes, ce qui peut sembler complètement paradoxal. Ah ouais. Ça peut faire peur parce que tu vois des turn-up, tu vois les gens qui sont là en train de sauter et tout, mais c'est pas ces moments-là les plus violents. C'est des fois quand les gens se font chier, tournent dans une soirée où il y a une mauvaise énergie de la soirée. C'est souvent ce que j'ai constaté, parce que je regarde beaucoup à quel moment les gens se battent, parce que il y a des gens qui s'en font peur, tu vois, t'as des gars, ils sont en train de sauter dans tous les sens, en train de chanter les lyrics et tout, puis de dire, ah ouais, putain, c'est ouf, mais en fait, ces moments-là sont défoulatoires. Donc je pense que c'est pas ces pires moments-là. Donc, parce qu'on a souvent accusé le rap hardcore, c'est pour ça que je dis ça. Hein. Ouais, bah, tu vois, justement, parce qu'en ce moment, il y a même la drill. Et puis, je te pose cette question parce que donc, pour toi, en fait, c'est pas la musique qui fait que je pense pas. Qu'il y ait de la violence. Par exemple, là, bah, voilà, on vient de perdre un artiste, là, aux States. T'as entendu, hein, Takeoff, tu vois, il est parti. Mais même là-bas aux States, ben, des rappeurs sont en train de partir comme ça, là, comme des mouches, ils tombent comme des mouches. Toi, pour toi, ça n'a rien à voir avec le rap. C'est l'environnement, c'est le monde qui tourne comme ça. Et tu dis que ça n'a rien à voir avec la musique. Non. Non, c'est un environnement, c'est un business, il y a tout ce qu'il y a autour. Après, l'environnement, c'est clair que quand tu viens du ghetto, tu as une autre façon de te comporter. Tout est différent, tu as d'autres codes et tout qui sont beaucoup plus durs, qui sont... Voilà, puis il y a beaucoup d'ego, il y a beaucoup de choses comme ça. C'est pas... Après, tout ça est mis dans la musique, mais c'est pas le fait que tu écoutes cette musique qui te rend violente. Sinon, ça veut dire que tous les serial killers, ils écoutent quoi? Je sais pas. Non, mais c'est vrai. C'est une question à poser. Ouais, on va analyser pour comprendre. Non, mais il y a beaucoup d'énergie qui est mise. Puis la base du hip-hop, enfin, si tu reviens à la Zulu Nation, c'était quand même d'utiliser l'énergie négative pour la transposer en énergie positive. Quelque part, c'est ça. Pour moi, la musique, ben, c'est un catalyseur, quoi, finalement. Pour utiliser cette énergie-là, puis ça donne des morceaux incroyables. Voilà. Tu as des morceaux super violents, puis ça te défoule, ça te fait du bien, parce qu'on a tous ces énergies négatives qu'on a besoin de sortir de nous. Finalement, c'est défoulatoire. Mais maintenant, il faut que ce soit bien fait, pas que ce soit fait n'importe quand. Puis il y a des jours de pleine lune, il y a des choses que je peux pas t'expliquer. Ouais, voilà, ouais, bien sûr. Hein. Parce qu'il y en a qui se transforment en loup-garou, on sait pas. Il y en a, ça devient des chats. Et puis, du coup, tu parlais d'équilibre. Comment tu as réussi à avoir l'équilibre, une vie familiale avec le monde de la nuit? Donne-nous un petit peu, en fait, comment tu as réussi, en fait? Comment tu as réussi à mêler tout ça? Parce que c'est quand même difficile, quand même, d'un côté où, des fois, bah, justement, on parle de violence, il peut y avoir de la violence, on parle des femmes, on parle de la drogue, de l'alcool, tout ça, en fait, c'est beaucoup de ces vices-là. Moi, je me pose la question, comment ça se fait que tu es encore aussi... Il y a deux personnes qui sont frères. Toi et Jiggy Jones, je comprends pas. Explique-nous un peu comment ça se fait que tu arrives à tenir cette longévité et en ayant cet équilibre. Parce que, bon, déjà, je profite pour parler de ma femme. Justement, c'est elle, ça fait déjà pas mal de temps qu'on s'est rencontrés. On s'est rencontrés, c'était en 98, donc ça date. En soirée ou quoi? Même pas.
Okay. Même pas, mais parce que j'étais ami avec son frère, JP, pensait pour lui. Et puis, en fait, c'est comme ça que ça s'est passé, simplement. Elle a toujours compris qu'en fait, les soirées faisaient partie de moi. C'est la première chose qu'il fallait comprendre. Parce que tu peux pas séparer les soirées de moi. Finalement, c'est comme le jour, elle a besoin du jour et de la nuit, c'est l'équilibre. Voilà. Et moi, je vis cet équilibre-là, le jour et la nuit. J'ai pas une vie folle, j'ai une vie assez calme et tout. Moi, j'adore ma femme, tu vois, ça fait depuis, on a des enfants qui sont grands maintenant. C'est surtout ça, c'est l'amour de cette musique, de cette culture, l'amour de ma femme, et puis finalement d'arriver à équilibrer les deux. Je vois bien tout ce qui se passe autour, mais en fait, j'en ai pas besoin pour vivre mon truc. Voilà. La musique me nourrit, elle nourrit mon âme, j'ai pas besoin d'autre chose. C'est tellement sincère, je vis tellement une histoire d'amour qui me remplit. Donc je sens pas de vide au fond de moi que je dois combler ou que je suis mieux sobre que si je buvais, par exemple. Ouais. Parce que je suis bien avec moi-même. Magnifique. Mais c'est un travail de tous les jours et puis j'ai jamais fini. Magnifique. Et puis, comment ça se fait que tu arrives à durer, à perdurer dans le game maintenant? Au niveau de la musique, l'adaptation, tout ça, comment tu arrives à le faire? Parce que je me remets tous les jours en question, tous les jours je doute. Je pense que ça passe par là. Que si tu es trop sûr de toi, finalement, tu t'éloignes des gens. Parce que finalement, tu dois faire danser un public. Si toi, tu es là-bas, puis le public est là, finalement, il y a un décalage. Tu dois être proche, tu dois être sincère, tu dois être humble. Et c'est tout des choses que tu dois pas juste dire, que tu dois vivre chaque jour. Chaque jour. Parce que sinon, tu finis par planer, et puis tu te rends pas compte que tu as perdu les gens. Ouais. Mais t'en fais partie de ces gens. De fou, carrément. Mais toi, t'arrives à kiffer, en fait, pendant que t'es en train de faire de la musique. Tu trouves que les gens, ils te donnent aussi ce kiff-là et tout. Bah, en fait, tu dois lancer le truc, tu dois donner l'amour à travers ton set. Tu vois, mais que ce soit 10, 1000 ou plus de personnes, tu dois donner la même chose. Tu dois être sincère, tu dois donner, tu dois faire en sorte, putain, on va passer un bon moment, vous allez kiffer. Et puis, le fait que vous kiffez, ça me renvoie. Et ça continue. Je fais des sets, comme là, je suis vendredi à l'ABC. Je peux faire des sets de 6h30 où je suis là derrière mes platines pendant 6h30. On fait la fête. Ouais, folie. Et je vais tout donner. Folie. Tes enfants, carrément, maintenant, ils viennent en soirée, carrément, tes enfants. Oui. Hein, ils sont grandis, ils viennent encore en soirée. C'est bon, ils viennent. Ça m'a fait plaisir, justement. J'ai mis une story la semaine passée parce que mon fils m'envoie un message à la fin d'un set. Je faisais un set à Montreux. À la soirée Halloween là, qu'il y a eu. Okay. Et il m'envoie un set, dès que je finis mon set, puis il fait « Ouais, incroyable le set. » Ah ouais. Ça m'a tellement touché, tu sais, tu dis « Putain, t'as pas envie de passer pour un ringard aux yeux de tes enfants, tu sais, qu'ils me disent « Ouais, mon père, il est DJ, mais il est complètement pété. » Voilà, ouais. Puis devant toi, il fait « Ouais, c'est cool ce que tu fais. » Mais j'ai senti la sincérité, tu vois, puis ça m'a fait plaisir de voir dans les yeux de tes enfants qu'ils soient fiers de toi. C'est la plus belle des récompenses. Moi, une question aussi que je veux poser, c'est est-ce qu'on peut vivre de la musique, et même si ça devrait même être le dernier mot pour, tu vois, clôturer, parce que nous, on peut passer ici des heures, hein. Mais comment fait-on pour vivre de la musique en Suisse? Est-ce que toi-même, tu y vis? Est-ce que tu peux, par exemple, dire, moi, je suis DJ? Parce que tu vois, c'est difficile. Est-ce que tu vis que du DJing? Oui. Explique-moi un peu l'affaire. Ouais, je vis que de ça. C'est-à-dire que, comme je te parlais au début, j'y aurais jamais cru. J'aurais pensé que c'était pas possible. D'ailleurs, on se faisait des petits cachets, on était tout contents et tout. Mais en fait, c'est à force de monter et puis de faire la différence. Parce que quelque part, pourquoi les gens vont dire « Ah, ben pourquoi lui et pas lui ?» Puis il y a des gens qui vont dire « Ah, mais putain, c'est toujours les mêmes DJ qui reviennent. Voilà. » La question, c'est pourquoi? Pourquoi? C'est parce qu'on travaille, parce qu'on cherche à apporter une certaine qualité. Et puis finalement, la qualité va être liée au chiffre d'affaires. Donc, quelque part, cette qualité, elle se paye. Voilà. Donc tu dois arriver à la faire évaluer en sorte que de dire, bah ouais, quand il y a lui, je vois que les soirées se passent bien, qu'on fait du chiffre et tout, que les gens s'amusent. Et puis finalement, tu montes gentiment les prix. Puis finalement, tu fais que vendre le prix que tu mérites. Donc déjà avoir un minimum de confiance en soi, puis d'arriver à valoriser ton travail. Parce que le fait de se vendre à un certain prix, tu te valorises aussi. Voilà. Donc tu auras toujours plus de respect, même... Prends des sacs, tu peux avoir des sacs à 10 centimes, tu peux avoir des sacs Louis Vuitton, tu peux 5-6 000 balles. Pourquoi un tel et pas l'autre? Ouais. Puis tu vas le traiter différemment. Le sac que tu as pris cher, tu vas bien le traiter, tu vas bien t'en occuper. L'autre qui va coûter pas cher, finalement, tu vas pas le respecter. Donc, ça fait, malheureusement, dans cette société, tu dois aussi te faire respecter par le
par le montant, par le prix, par l'argent. Moi, je vois tout des bonnes choses autour de toi, mais c'est quoi en fait ton défaut, mec? Parce que même tu te dis, t'es clean, tu fais ton business, ça se passe bien, les enfants se passent bien, mais en fin de compte, mais c'est quoi ton défaut à toi? Toi, quel défaut tu pourrais te donner? Quel truc tu pourrais te dire que non, là vraiment, je dois peut-être mieux faire, ou bien là, je suis pas calé? Mais parce que j'y pense tout le temps, parce que je suis anxieux, parce que justement, je pars pas de certitude, mais ça, quand tu le vis, c'est pas facile le doute, parce que tu te remets toujours en question, t'es jamais à dire ah maintenant je suis tranquille. Voilà. Tu vois, je suis tout le temps à être là, ben ouais, et t'es jamais en paix finalement. Voilà. Non, mais sincèrement, franchement, on pourrait parler des années, même des heures. Mais là, on va devoir laisser un peu le peuple, un peu recevoir en fait ce flux d'informations, tu vois. Moi, si je peux dire une chose, c'est merci. Merci pour ta présence ici même au Parlement. Et puis là, c'est partie 1, peut-être qu'il y aura partie 2, on ne sait jamais. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter? Bah écoute, tu sais, je me suis toujours dit, la fin, tu dis, mais jusqu'à quand tu voudrais aller, tu sais, parce qu'on parle de retraite et tout. Mais en fait, j'en ai rien à foutre de la retraite. Je dis, mec, si tu peux me voir mixer à 65, 70 ans, puis que je kiffe, puis que finalement, les gens, en fait, qui voient pas mon âge, qu'ils en aient rien à foutre, ils disent, putain, il nous fait kiffer, on kiffe. Ouais. Puis que toutes les barrières soient explosées, on fait juste la fête. Comme un trompettiste de jazz. On mourra sur scène, voilà. On mourra sur scène, folie. En tout cas, merci à toi. Et puis, au plaisir, t'es là au Parlement, on fait ça bien. Ok? Merci à toi. Merci, t'assures. Merci. Respect. Le peuple, vous avez vu, on était au Parlement avec un légendaire DJ, Switzerland, Lausanne, Wild Pitch. On se rejoint au Parlement, à la prochaine. Bon.